Cette capsule vous est offerte par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. Merci tous d'être venus ce soir à cette dernière séance du cycle de conférences sur Einstein. Je remercie aussi les différents conférenciers qui sont revenus ce soir nous dire leur point de vue sur un certain nombre de questions. Monsieur Jean Leray de l'Académie des sciences de Paris, Monsieur Pavel Winternitz de l'Université de Montréal, Madame Schroeder-Gudeus également de l'Université de Montréal et Monsieur Michaud de l'Université de Montréal. Et moi-même aussi, Jean-Claude Guédon de l'Institut avec Madame Schroeder. Einstein, c'est un des grands héros de la science, et on peut utiliser le mot héros au sens très fort du terme. C'est un de ces individus que l'on situerait au même niveau qu'un Galilée, un Newton. Il n'y a pas beaucoup d'autres noms que l'on pourrait ajouter à cette liste-là. Peut-être un Lavoisier, peut-être un Darwin, et encore. C'est donc quelqu'un que l'on a un peu l'habitude de traiter comme étant, si vous voulez, quelque chose d'analogue, toute proportion gardée, à une supernova, dans la mesure où ça apparaît comme ça, un jour dans le firmament de l'humanité, ça brille, ça fait des choses extraordinaires, c'est pas très compréhensible, ça étonne tout le monde, et puis ça meurt, ça disparaît, mais on en garde le souvenir. On en garde surtout le souvenir d'ailleurs pour susciter des vocations pour de jeunes scientifiques. Il devient un modèle, il devient une sorte de saint laïque, une sorte de saint scientifique. La première question que l'on nous a posée, du moins la première question que j'ai sous les yeux, est la suivante. Peut-on par analogie, ou autrement, établir un parallèle entre les principes énoncés dans la relativité et les sciences humaines? En d'autres mots, peut-on élucider notre compréhension de l'humain par des connaissances tirées de la théorie de la relativité? Si oui, alors comment, et comment procéder pour étudier la question? Avant de donner une réponse à cette chose-là, je ne la donnerai d'ailleurs pas moi-même, je dirais que si on avait une réponse à ça, nous serions en très bonne posture pour faire une demande de bourse au Conseil de recherche en sciences humaines et sociales. Deuxième question, peut-on dire qu'Einstein touchait à la métaphysique lorsqu'il élaborait ses théories, même si l'on prouvait leur bien fondé par la suite, si l'on tient compte des faits suivants? A. Son penchant pour la théorie de Spinoza, évocatrice du panthéisme. B. Sa recherche d'harmonie, de correspondance du concret avec l'abstrait et d'une théorie unitaire des champs vue d'interaction. C. Un déterminisme rigoureux sur lequel doit reposer la théorie de la relativité selon Max Planck. Voilà donc les deux premières questions qui nous ont été adressées. Je pense que ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, la métaphysique et la philosophie, plus généralement, a joué un rôle énorme dans le travail d'Einstein. Et plus généralement, on peut dire que c'est toujours quand on commence avec une théorie vraiment neuve que les réflexions conceptuelles sont plus importantes que les réflexions mathématiques. Les réflexions mathématiques arrivent plutôt après. Maintenant, dans le cas d'Einstein, à mon avis, son approche était très différente dans les périodes différentes de sa vie. Et ses contributions de ce point de vue, du point de vue métaphysique, étaient différentes. Disons, quand il a travaillé sur la relativité restreinte, ou sur la théorie des quantes, la théorie des mouvements browniens, là, il a commencé d'un problème qui était déjà posé dans la physique, d'une contradiction entre la physique précédente, entre la physique existante et les observations. Et bon, après, il a réfléchi conceptuellement, et là, c'est pensé au sujet de la beauté d'une théorie, ces critères esthétiques ont joué un très grand rôle. À mon avis, c'était différent pour la théorie de la relativité générale et pour la théorie des champs unifiés. Quand il a commencé à travailler sur la théorie de la gravitation, c'est-à-dire la relativité générale, on a eu très peu de problèmes, disons très peu de contradictions entre la physique, la théorie de la gravitation newtonienne
et les observations. C'était seulement le périhélie du Mercure. Et là, le rôle métaphysique, le rôle de ces conceptions métaphysiques était vraiment énorme. Et pour moi, c'est encore maintenant difficile de comprendre comment il a pu toute seule arriver à une théorie qui après était tellement bien confirmée par les expériences qui sont arrivées beaucoup plus tard. Avec... Bon, évidemment, on n'est pas d'accord avec moi, tant mieux. Avec la théorie du champ unifié, c'était encore plus compliqué. Là, c'était vraiment les considérations esthétiques, philosophiques qui ont amené Einstein à ces recherches-là. Si on regarde ses travaux au sujet de la théorie du champ unifié, on peut maintenant dire que du point de vue de physique, c'était prématuré. Je crois que M. Leray a un désaccord profond avec vous et avec votre conférence, mon cher collègue. La théorie de la relativité restreinte est une théorie incompatible avec la gravitation. Le moindre lancer de pierre, la moindre trajectoire est une vérification de la relativité générale. C'est ce que les physiciens ne veulent pas voir. C'est que la relativité générale se vérifie constamment, immédiatement. Poincaré, le grand Henri Poincaré avait écrit toutes les formules de la relativité restreinte. Il ne leur a pas donné le sens physique d'Einstein, car c'était renoncer à Newton, c'était renoncer à la mécanique céleste, dont Poincaré, et au demeurant, vous l'avez traité, je crois, de physicien, c'était un mathématicien, permettez-moi, également contesté, n'est-ce pas? Poincaré ne pouvait pas admettre une théorie inconciliable avec la théorie de Newton. Einstein s'en est plaint, et Poincaré est mort en 1911, donc 5 ans avant la relativité générale. Je ne doute pas qu'il eût été enthousiaste de la relativité générale pour beaucoup de raisons, n'est-ce pas? Ne fût-ce que parce qu'il a donné sa contribution à la géométrie non euclidienne. Donc, le grand problème qui se posait pour faire admettre la relativité restreinte était de la concilier avec la relativité générale. Einstein a travaillé là-dessus pendant 10 ans, a essayé et a fait des essais pénibles et qui ne marchaient pas jusqu'au moment où il a vu la culture mathématique, principalement la culture de l'école italienne, pour faire une théorie qui eût été un immense succès, même si elle avait donné des résultats moins bons que la théorie de Newton, c'est-à-dire moins bons en mécanique céleste, car la théorie de Newton se vérifie essentiellement en mécanique céleste. Qu'elle ait donné un résultat un peu meilleur à l'époque d'Einstein, à savoir une explication du mouvement du périhélie de Mercure. 8 secondes d'arc par siècle, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais qu'elle ait eu ce succès, qu'il est prévu, et d'ailleurs quelqu'un me l'a fait remarquer, je crois que c'est Lagrange ou Laplace, je comprends toujours ces deux-là, et que Lagrange, qui était un très grand mécanicien, avait pensé que la lumière devait bien être déviée par la gravitation. Mais qu'Einstein était émis cette hypothèse, et qu'il l'a déduit de son expérience, même s'il n'y avait pas eu un accord numérique beau, difficile à mesurer. C'est 1 seconde de déviation, je crois, c'est tout petit, et ça a quand même été vérifié. Même sans cela, la relativité générale eût été un succès indispensable pour que la mécanique ne soit pas contradictoire et qu'on n'ait pas deux mécaniques s'opposant autant que 2 grands pays peuvent s'opposer, 2 grandes mécaniques s'opposant, n'est-ce pas? Et que la paix ait régné en mécanique grâce à la relativité générale, c'est tout de même quelque chose de fondamental. Maintenant, je reconnais que du vivant d'Einstein, il n'y a pas eu de vérification de la relativité générale très précise. C'était des vérifications à 1/10 près.
alors que vous autres en physique, vous réclamez, pour être content, il vous faut un grand nombre de chiffres significatifs exacts. Je vous comprends, c'est très beau, n'est-ce pas? Et on doit signaler, à propos des vérifications postérieures à Einstein de la relativité générale, la suivante, qui n'a pas été rappelée, et si vous me permettez, je voudrais rappeler, que le champ de gravitation provoque une courbure de l'univers. Et l'effet de cette courbure, c'est que le temps s'écoule de manière différente à divers niveaux, à haute altitude ou à basse altitude. Et les physiciens actuellement sont capables de prouver que deux horloges identiques, et il n'y a pas d'autre horloge en physique, me semble-t-il, que les atomes et les émissions de rayons qu'ils ont, et que deux horloges identiques, l'une située au haut d'une tour et l'autre au pied de la tour, ne sont pas synchrones, marquent des temps différents en vertu de la relativité générale. Les physiciens sont capables de faire ce prodige, c'est tout à fait insignifiant, mais ceci me fait penser, puisqu'il s'agit de tours, à la tour Saint-Jacques à Paris, où Pascal a pu mesurer la différence de pression atmosphérique au pied et au haut de la tour. Et à son époque, c'était quelque chose de sensationnel au point de vue expérimental, de très délicat à faire, et quelque chose que les gens avaient de la difficulté à comprendre, et maintenant que nous manions des baromètres, c'est quelque chose que nous comprenons bien, l'hydrostatique, c'est quelque chose qui nous est devenu extrêmement intuitif. Et je pense que ces progrès de la physique, capables de mesurer des effets de relativité générale, de mesurer la différence entre le comportement de la relativité générale et le comportement de la mécanique newtonienne, cette différence qui devait être très minime a priori. Le miracle, c'était de fabriquer une théorie tellement différente de celle de Newton, qui redonne tous les résultats de Newton, c'est-à-dire des résultats extrêmement précis. Et bien de faire encore mieux, et d'arriver à montrer que la relativité restreinte est mieux d'accord avec l'expérience que la relativité générale, c'est un magnifique succès de la physique contemporaine qui fait de mieux en mieux. Bon, moi je suis absolument d'accord. J'espère seulement que Poincaré ne serait pas insulté si on le traite aussi comme physicien. Non, j'en étais vexé, on m'a dit c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire à un mathématicien que de le traiter de physicien, et alors je suis devenu reconnaissant au lieu d'être irrité. Bon, je vais faire quelques commentaires, mais qui ne sont pas directement reliés. C'est plutôt les implications ou l'interprétation métaphysique de certaines calculs ou certains modèles faits à partir de la relativité générale. Et ses relations avec la philosophie. J'en ai un peu parlé la semaine dernière. J'ai mentionné que la théorie, l'expression la plus simple de la relativité générale n'avait pas d'abord été employée par Einstein pour décrire la cosmologie. Il avait ajouté un terme à cette expression ou à cette théorie qui aurait été la plus simple, que l'on appelle la constante cosmologique avec un vecteur qui la multiplie. Et il a ajouté ce terme-là en un sens essentiellement pour des raisons philosophiques. C'est-à-dire que dans ce temps-là, on était convaincu que l'univers était stable et immobile. Il n'y avait effectivement aucune mesure qui suggère qu'il ne l'était pas, mais ne pas mettre la constante aurait été compatible avec toutes les mesures qui étaient connues alors. Et ce n'est qu'en 1929, quand Hubble a mesuré la vitesse d'éloignement la vitesse des galaxies qui est proportionnelle à l'éloignement des galaxies, que l'on s'est rendu compte qu'en fait, l'univers semblait obéir à la forme la plus simple de la relativité générale, et que si Einstein ne l'avait pas exprimé de cette façon-là, c'était essentiellement par, je ne sais pas si je dirais soumission, mais en tout cas,
pour ne pas être en contradiction avec les opinions philosophiques du temps. Et je pense que c'est assez intéressant comme interaction. Ce n'est pas la philosophie qui a amené la relativité générale. En un sens, c'est elle qui a empêché qu'elle soit exprimée de sa façon la plus simple et qui a empêché qu'elle fasse une prédiction qui aurait sans doute été extrêmement sensationnelle, en fait, certainement au moment où elle a été vérifiée. On peut dire a posteriori qu'elle a été faite, puisque c'est sa formulation la plus simple et que ça y conduit, mais que Einstein n'ait pas osé le faire, je pense, est intéressant sur la façon dont l'interaction entre les sciences et la philosophie, ou si vous voulez, les idées à la mode, je ne sais pas si le terme philosophie est le bon à utiliser dans ce cas-ci. Alors, M. Michaud connaît ces questions mieux que moi, mais je voudrais tout de même répondre en tant que mathématicien à la chose suivante. Einstein voulant écrire des équations qui reliaient la courbure de l'univers au tenseur d'énergie-impulsion, se trouvait devant un problème assez indéterminé. Il y avait quelques coefficients numériques à choisir, et tout d'abord, la règle qui s'est imposée dans ces équations, c'est puisque le second membre obéissait à une loi de conservation, la loi de conservation de l'énergie-impulsion, le premier membre devait obéir à la même loi de conservation, et ça lui imposait le choix d'une constante. Ceci dit, il ne s'est pas aperçu du premier coup qu'il y avait cette constante cosmologique, je crois, et qu'il pouvait introduire, il l'introduit, mettons, pour des raisons métaphysiques. Mais en tant que mathématicien, je pense que c'était ne pas aller au fond de la question, que de ne pas s'apercevoir que les équations d'Einstein étaient indéterminées du point de vue purement théorique, purement mathématique, qu'on avait un choix, qu'il fallait donc prévoir qu'il y avait là une constante cosmologique. Et au point de vue mathématique, l'étude mathématique est incomplète si on ne prévoit pas l'existence de cette constante cosmologique, et seule l'expérience peut la déterminer. Nous sommes tous heureux, et je suis heureux comme M. Michaud, que l'expérience prévoit que cette constante est nulle, ce qui simplifie les équations d'Einstein, et ce qui a la conséquence de mettre en rapport la forme la plus simple des équations d'Einstein avec la théorie de l'univers en expansion, si je me trompe. On ne peut pas vraiment affirmer avec certitude que la constante est nulle. On peut lui donner une valeur maximum. Oui. Qui ne serait pas très loin de la valeur qu'il aurait choisie alors. C'est surtout qu'elle devient non nécessaire par le fait de l'observation de l'expansion de l'univers. Et c'est pourquoi lui-même a été porté à considérer qu'il avait fait une erreur en l'introduisant. Parce que c'est pas juste une question d'ajouter une constante dans les équations, en fait. C'est aussi une question de relier plus directement la courbure à la densité, au tenseur... qui est pas seulement là une question de constance, c'est une question de compréhension de l'origine de la courbure, si on veut. C'est beaucoup plus simple de cette façon-là. Excusez-moi, il me semble qu'en prononçant le mot d'erreur, vous vous exprimez peut-être comme Einstein, il a peut-être déclaré que c'est une erreur. Mais là, il faudrait s'entendre sur le sens du mot erreur. C'eût été une erreur du point de vue mathématique que de ne pas poser le problème, est-ce que cette constante est nulle? Et c'est là, donc il n'y avait pas d'erreur, tout au contraire à l'introduire. Maintenant que du point de vue physique, du point de vue expérimental, du point de vue de la simplicité, du point de vue de l'harmonie, du point de vue du Dieu de Spinoza, ce soit une erreur de l'introduire, c'est-à-dire que ce ne soit pas joli, que ça ne cadre pas avec la physique, que mieux vaut l'annuler, cette constante, est tout à fait d'accord. Mais c'est pas le mot erreur ne doit pas être pris au sens mathématique du terme, il doit être pris au sens interprétation, au sens aspect physique qu'on veut donner à la relativité, et au point de vue esthétique, si vous voulez. Je crois que nous sommes d'accord. Bon, je pense que nous avons ici un certain nombre de désaccords qui pourraient déjà nourrir nos débats.
Quant à moi, je ne commenterai pas plus avant, sauf pour dire peut-être que dans la première question, c'est-à-dire celle parlant de la métaphysique, je dirais que l'allusion à la théorie de Spinoza devait être beaucoup plus liée à la structure de la philosophie de Spinoza qu'à certains de ses contenus internes. Je pense que ce n'est pas tant le panthéisme de Spinoza qui intéressait Einstein que la structure quasi-géométrique des arguments de Spinoza qui devait plaire à l'esprit d'Einstein. Quant à la deuxième question, à savoir le passage d'une théorie de la relativité à une théorie des sciences humaines, une compréhension de l'humain par le truchement d'une telle théorie, ça me semble extrêmement difficile de même envisager comment on pourrait faire une telle chose. Il me semble que c'est d'autant plus difficile qu'un mot comme la relativité a souvent été décrit comme un mauvais titre pour la théorie de la relativité d'Einstein. Le mot relativité lui-même peut dire énormément de choses une fois qu'on l'applique hors du cadre très précis des connaissances, du contexte physique et mathématique où il a été créé. Et je souligne tout de suite physique et mathématique car je ne veux pas m'attirer les foudres des uns ou des autres. Et en tout cas, lorsque l'on a ce genre de transfert, il faut toujours le regarder avec une certaine méfiance. Il n'empêche que ce transfert a peut-être déjà eu lieu, aura certainement lieu. Il a eu lieu avec Newton. On a souvent fait des comparaisons entre la théorie de Newton et, par exemple, la loi d'équilibre des pouvoirs dans la Constitution des États-Unis. Je ne sais pas trop ce que l'on peut tirer de ce genre d'analogie-là. Elles ont été faites. On dit même que certains ont été inspirés dans leur conception d'État et autres par ce genre d'interprétation de la théorie de Newton. Ce sont des choses très, je pense, très discutables, mais en même temps, elles existent. Donc, on peut toujours poser le problème comme un problème historique. Pourquoi certaines personnes semblent-elles aimer approprier un discours scientifique, le transposer ailleurs sous une forme métaphorique, peut-être seulement pour donner une force plus grande, une autorité plus grande à leur propre discours? Pour moi, Einstein représente absolument l'idéal scientifique du XIXe siècle. C'est une science déterministe. Il n'a jamais accepté la physique théorique indéterministe de Bohr. Et physique théorique qui réjouit au contraire beaucoup d'esprits. On doit opposer l'esprit d'Einstein. Einstein a toujours rejeté ce qui n'est pas observable et très directement observable. C'est son grand succès d'avoir dit la simultanéité n'est pas observable, donc ça n'existe pas. Et ce qui a donné naissance à la relativité restreinte, tout ce qui a expliqué la relativité restreinte. Et ceci doit être opposé à la mentalité de personnes comme De Broglie, qui ont toute une autre mentalité métaphysique, qui sont heureux que la notion d'indéterminisme de la physique permette de lever l'hypothèque que cette physique déterministe faisait poser sur la notion de liberté humaine, qui veulent rattacher le problème de la liberté humaine à l'indéterminisme que l'école de Bohr, la théorie des quanta interprétée par l'école de Bohr, a introduit en physique. La physique contemporaine est une physique qui parle de quantités qui ne sont pas observables, qui distingue les observables des non observables. Tout ceci, Einstein ne l'a pas admis, ce n'était pas de son siècle, qui était le XIXe siècle, et il y a là à opposer tout à fait l'esprit de la physique du XIXe siècle et l'esprit de la physique du XXe siècle. Et je crois qu'il ne faut pas cacher cette différence de point de vue. Vous avez rappelé quelle était l'attitude d'Einstein dans sa jeunesse, et puis sans rappeler également qu'il avait une allure bohème qui ne facilite pas l'insertion dans la vie. Et il n'y a personne que je choque actuellement ici. Vous vouliez qu'on dépeigne un peu mieux cette attitude d'Einstein. Alors, je me permettrai de le faire par contraste. Par contraste avec l'homme qui était à la tête de l'Institut for Advanced Study dans les dernières années de la vie d'Einstein, après la guerre mondiale,
Oppenheimer, qui venait de créer la bombe atomique. Et Oppenheimer était un homme d'abord très gentil, très doux, qui avait une crise de conscience d'avoir fait une arme de guerre redoutable. Et c'était quelqu'un d'une intelligence extrêmement vive, qui à son séminaire comprenait tout ce qu'il disait très rapidement. C'était pour lui, il assimilait ça du premier coup. Et c'était donc à l'opposé d'Einstein, dont on peut dire qu'Einstein, étudiant, n'était pas quelqu'un qui assimilait aisément l'enseignement des professeurs, qui était plutôt rebelle à cet enseignement, et qui était un grand créateur. Quant à Oppenheimer, je me souviens que cet homme charmant, voulant être modeste et de réputation formidable à cette époque, m'a dit un jour, évidemment, je comprends tout très vite, c'est ce qui m'empêche de créer. Et je crois qu'il faut opposer ça à la difficulté qu'avait Einstein à comprendre, qu'il voyait les difficultés des choses qu'il n'acceptait pas et que cela, ça ne prouve pas parce que quelqu'un ne comprend rien à rien qu'il sera un créateur. Non. Mais un créateur aura peut-être aisément des difficultés à comprendre. Encore que l'exemple de von Neumann, c'est l'exemple d'un homme qui a été un grand créateur en mathématiques, qui avait une intelligence très vive et qui comprenait très rapidement. Et ça prouve qu'il y a des esprits de toute nature qui vont des extrêmes, d'un extrême à l'autre. Je pense que l'un des extrêmes était Einstein et l'autre était Oppenheimer. Un simple commentaire sur les paroles de M. Leray. Je crois qu'en effet, on pourrait trouver confirmation de la thèse que vous avancez dans le fait que Einstein lui-même disait que peut-être ses réflexions sur le temps et l'espace avaient été favorisées par le fait qu'il avait très mal compris pendant très longtemps dans son enfance de quoi il s'agissait. Et qu'il avait donc été amené à réfléchir à l'âge adulte à des questions qui normalement sont résolues une fois et pour toutes par le bon sens à l'époque de la jeunesse. Malgré tout, il y a eu quelques épisodes qui montrent qu'Einstein n'était pas si lent d'esprit que cela. Il existe par exemple un texte d'une femme qui était mathématicienne à l'origine et qui est devenue ensuite écrivain et qui faisait un jour présenter un texte de séminaire en Allemagne. Et dans ce texte, cette femme, Salaman, elle explique comment elle était arrivée sur une difficulté assez complexe. Et là, Szilard s'était levé et avait fait avait tenté une sorte de solution ad hoc, comme ça, au pied levé, à la fois très compliquée et finalement inexacte. Et Einstein s'était contenté de répondre dans la foulée de cette explication très complexe, il est très intelligent, on dirait en jargon d'étudiant français, très sioux, mais c'est faux. Il avait répondu ça dans les 2 secondes qui avaient suivi la fin de l'intervention de Szilard. Je pense qu'il faut voir chez l'homme, en effet, une certaine profondeur d'esprit qui se manifeste par une certaine difficulté parfois de parler. C'était pas un grand verbal, Einstein, c'était pas quelqu'un qui répondait du tac au tac, mais qui pouvait quand même très bien saisir. Je crois que s'il a répondu c'est faux, c'est parce qu'il avait déjà réfléchi sur le problème. Je